Alors David Mühlmann, bonjour. Alors nous vous recevons aujourd'hui pour la sortie de votre ouvrage Où va la France de Macron, donc, qui est sorti le 6 septembre dernier. Donc vous êtes un auteur qu'on connaît assez peu au Café Marxiste. Pourtant vous êtes un auteur marxiste relativement prolifique. Vous avez écrit notamment donc, en 2010 Réconcilier marxisme et démocratie sur la vie et l'œuvre de Rosa Luxembourg. En 2021 Capitalisme et colonisation mentale, dont le titre est assez explicite. Et en 2022, Lénine en son temps, politique du moment opportun, qui traite donc du génie stratégique de Lénine et son rapport au temps. Donc vous faites pleinement place à la méthode marxiste et à l'analyse de classe, hein, c'est ce qu'on a vu dans votre ouvrage. Vous êtes par ailleurs un marxiste assez original, puisque vous êtes notamment professeur à Sciences Po, mais aussi consultant pour des cabinets de conseil en stratégie. Vous connaissez à travers cela assez bien les milieux d'affaires et les hautes sphères de l'État. Et donc aujourd'hui, vous sortez Où va la France de Macron? Dynamique du capital et lutte sociale. Donc votre livre est bienvenu, notamment pour compléter notre analyse des luttes de classe en France que nous avons commencé l'année dernière donc en recevant Antoine Vatan pour un café marxiste sur son livre La situation de la classe laborieuse en France, puis avec un entretien avec le philosophe Georges Gastaut sur son ouvrage Marianne ne consent pas. Alors la quatrième de couverture de votre livre indique que votre livre permet une prise de recul stratégique telle qu'elle n'a pas été faite en France depuis les luttes de classe en France et le 18 Brumaire de Louis Bonaparte de Marx. Donc voilà, ça annonce un peu la couleur, hein, donc un ouvrage assez ambitieux. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est pourquoi avoir écrit ce livre et quelle est son ambition? C'est une bonne question. Déjà, merci pour votre invitation et me donner l'occasion de parler donc de ce livre sur effectivement l'état social, économique et politique de la France, qu'on a intitulé avec l'éditeur Où va la France de Macron, dynamique du capital et lutte sociale aux presses universitaires de France, que je remercie. Juste peut-être revenir rapidement sur mon parcours. C'est vrai qu'effectivement, moi j'ai deux éléments intellectuels qui me structurent, qui me meuvent. C'est la question du marxisme à travers le traitement d'auteurs clés, notamment Rosa Luxembourg, qui m'a beaucoup animé, Lénine, sur lequel effectivement j'avais fait un travail sur la base des 47 tomes il y a maintenant l'année dernière, enfin que j'ai publié l'année dernière, mais qui est évidemment un travail de longue haleine, parce que je pense qu'il faut restituer cette pensée, ce qui ne veut pas dire, je dirais, la plaquer de manière mécanique sur la situation contemporaine, mais en tout cas faire ressortir le génie tactique et stratégique du personnage pour comprendre les phénomènes russes de l'époque soviétique. Et puis effectivement, capitalisme et colonisation mentale. Mais l'autre élément qui m'importe beaucoup, c'est la psychanalyse. Donc moi je m'inscris de manière assez années 70 d'une certaine manière dans cette espèce de discussion compliquée entre marxisme et psychanalyse. J'ai une pratique de psychanalyse et donc j'ai publié plusieurs livres également, Les étapes de la pensée psychanalytique, Retour à l'origine, Le désir de régression intra-utérine, et ce livre dont vous avez parlé qui s'appelle Capitalisme et colonisation mentale, publié au PUF en 2021, qui essaie de faire l'injonction justement entre mes apprentissages cliniques et faire fonctionner d'une certaine manière la théorie marxiste et pseudo-marxiste. Voilà, c'était juste pour, merci pour ce complément. Pour expliquer un peu d'où je parle, parce que on sait que c'est toujours important de savoir d'où on parle. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre sur Où va la France de Macron? En fait, le livre est né d'une insatisfaction, c'est-à-dire que j'ai l'impression que les gens de gauche, la presse de gauche, je ne parlais pas des marxistes au sens classique, travaillaient sur tout sauf sur la réalité. Beaucoup de marxistes travaillent, c'est très bien, sur l'utopie, les religions, les questions symboliques, et vous voyez, des auteurs importants, ils travaillent sur l'école de Francfort, il y a plein de choses qui sont faites, mais très curieusement, l'analyse de la réalité socio-économique et politique, qui constitue quand même le phénomène numéro un sur lequel un marxiste devait se pencher, n'est pas faite. C'est-à-dire qu'à la fois il y a une pluralité d'éléments, des économistes font leur travail, les sociologues font leur travail et les politistes le font également, mais d'une part il y a une division intellectuelle du travail qui est maintenant tellement forte que les gens restent dans leur discipline et ça empêche après de synthèse, et deuxièmement, pour des raisons qu'on pourrait analyser, l'idée, comme dirait Lénine, que finalement l'âme vivante du marxisme, c'est l'analyse concrète d'une situation concrète,
n'est pas faite. Or, je considère qu'aujourd'hui, les forces progressistes au sens plus large sont tellement en recul que le premier travail qui est à faire, et c'est ce que nous apprenait aussi Lénine dans son travail Le développement du capitalisme en Russie, qui date de 1899, c'est qu'il faut d'abord analyser une situation. Marx l'a fait effectivement, vous l'avez rappelé, à travers les luttes de classe en France, à travers son travail de 1851 sur Louis-Napoléon Bonaparte. Et quand on parle de Lénine, puisque vous faites le pont entre mes différents livres, on a oublié effectivement ce livre important qui est sur le développement du capitalisme en Russie 1899, qui est un travail intellectuel acharné, et donc qui est presque plus de 25 ans avant la Révolution russe, parce que Lénine considérait qu'avant, si vous voulez, de définir un programme, il fallait comprendre comment fonctionnait la totalité sociale, pour reprendre un terme marxiste, où étaient les brèches, où étaient les contradictions principales, où étaient les contradictions secondaires, quelle était la dynamique et la circulation du capitalisme et d'autres modes de production dans une formation sociale totale, et que c'était qu'à partir de cette analyse fine que l'on pouvait construire des mots d'ordre et un programme ajusté à la situation. Et donc ça me semble très important, sans prétention, je ne prétends pas faire un travail exhaustif et me caler sur ces penseurs-là, mais je pensais que ça avait une valeur intellectuelle et citoyenne, au sens plus large, de faire un état des lieux de la situation. Donc la structuration du livre découpe les trois grands espaces sociopolitiques, qui sont finalement une première partie qui analyse où en est la situation française dans la mondialisation, quels sont les secteurs dominants du capitalisme, quels sont les secteurs dominés, qu'est-ce qui a changé depuis les années 80-90. Le deuxième chapitre travaille sur les transformations des luttes sociales ou de la lutte de classe depuis l'après-guerre, parce que là aussi je pense que dans une situation d'émiettement, comme on le voit actuellement sur les mouvements sociaux, et de décrochage entre les mouvements sociaux et les organisations politiques et syndicales traditionnelles de la gauche, il faut comprendre où en est la dynamique. Et le troisième élément est l'analyse interne du régime présidentiel, de Sarkozy à Macron. Parce que moi, ce que je pense, c'est que la vraie rupture se situe au niveau de Nicolas Sarkozy. C'est là où il y a une vraie rupture. Et je pense que la puissance de l'analyse marxiste par rapport à d'autres, parce que certains économistes me critiqueront, et c'est très bien, c'est le boulot de la critique au sens positif, sur peut-être certains éléments économiques, certains sociologues hyper spécialisés verront peut-être des failles ou des rapidités sur la partie des luttes sociales, et des politistes sur mon analyse présidentielle, mais le vrai apport méthodologique, et là il est relativement unique, vous avez quand même cité des auteurs qui ont fait ce travail avant moi, c'est de faire fonctionner ce que l'on appelle, dans une tradition marxiste qui va de Lukács à Lénine, le critère de la totalité, c'est-à-dire de mettre les choses en interdépendance pour comprendre comment circulent les contradictions. Et pour vous donner juste un exemple, et après je réponds à vos questions plus précises sur chaque partie si vous le souhaitez, on ne peut pas comprendre l'émergence d'un Nicolas Sarkozy, puisque pour moi c'est justement le moment où le style présidentiel change, notamment par rapport à la fonction gaullienne, régalienne. Sarkozy, c'est un style différent, c'est l'entrepreneur, cadre, mondialisé. Bling. Voilà, mais alors on peut faire la critique du bling-bling, c'est-à-dire de la personne comme a pu la faire par exemple Alain Badiou, très bien, et la question c'est de comprendre qu'est-ce que signifie l'avènement de cet homme-là en rupture par rapport à une tradition gaulienne qui était quand même faite de réserve, d'un rapport à la culture, une sorte de discrétion absolue sur la vie privée, y compris chez les opposants à la Ve République, puisque ça concerne également François Mitterrand, opposant historique à la Ve. Qu'est-ce que ça veut dire l'émergence de ce type de personnage-là, au-delà du personnage, que ne fait pas Badiou dans son analyse? Et je pense qu'il faut là, justement, articuler les évolutions du capitalisme contemporain depuis les années 90, avec l'insertion particulière dans la mondialisation et la division internationale du capital, qui positionne la France plutôt dans une logique finalement de banque assurance, de dominance du secteur des services, de vente d'armement, de vente de technologies, et une certaine désindustrialisation par rapport justement aux années 70-80. Et donc quelque part, Sarkozy correspond bien, en termes de type de personnage, en termes de style, aux transformations de ce capitalisme-là. Tout comme De Gaulle, d'une certaine manière, correspondait bien à un capitalisme qui était encore sous la puissance publique,
avec l'ambition de construire des fleurons industriels nationaux, qui n'est plus le cas. Et donc je pense que la puissance méthodologique du marxisme, c'est de faire fonctionner ce critère de la totalité pour comprendre l'interdépendance entre les différents niveaux. Ce qui nous a semblé intéressant, notamment dans votre approche marxiste, c'est que c'est une approche aussi qui est dialectique, qui n'est pas dogmatique ou qui n'est pas mécaniste, et du coup qui aussi prend en compte le rôle de l'idéologie et comment il y a une dialectique entre l'assise matérielle et l'idéologie en fait dans la transformation sociale. Et donc on va peut-être pouvoir parler un petit peu de la première partie. Oui. Donc vous évoquez au début de l'ouvrage la contradiction entre les nombreux discours sur le déclin de la France et la très bonne santé du capital français par ailleurs. Donc il y a un certain paradoxe. Donc on pense notamment à Bernard Arnault, qui est donc l'homme le plus riche du monde actuellement, ou encore aux 3 millions de millionnaires en France, d'après une étude qui est sortie cet été, ou encore au niveau indécent des dividendes versés ces dernières années, etc. Alors qu'est-ce qui, dans les 30 dernières années, a mené à l'enrichissement démesuré des plus riches, et quels sont les grands constats que vous tirez de la période sur le plan économique? Alors, avant de répondre sur le fond, là aussi, comment dire, j'ai commencé à travailler sur ces éléments statistiques. Alors, il faut déjà savoir que ce qui m'a frappé, c'est que énormément de choses sont à disposition. Il suffit de regarder sur l'INSEE Référence, l'INED, des laboratoires comme l'OFCE, les baromètres sociaux divers et variés. C'est-à-dire que là, en fait, je me suis trouvé face à une information publique et privée qui n'attendait finalement qu'à être traitée, mais finalement cette information est finalement assez peu mobilisée. Ça, c'est un premier élément de surprise. Alors, sur le fond, effectivement, la question, c'est de dire une certaine presse de gauche, ou disons progressiste, au sens plus large du terme gauche, se focalise énormément, à juste titre, sur la question des inégalités sociales, sur la question des richesses, sur la question des inégalités de revenus. Et donc on va très justement déplorer le manque d'investissement dans les services publics, le délabrement, si vous voulez, de l'hôpital public. Il suffit d'aller dans un service de pédopsychiatrie pour voir ce que c'est. Aujourd'hui, en tout cas en France, va effectivement montrer que les fonctions élémentaires de santé et d'éducation sont totalement sous-alimentées en argent public. Mais ce qu'il faut aussi montrer, c'est ça l'esprit de Marx, au sens du Marx du capital, le Das Kapital, c'est qu'en fait, il faut analyser le capitalisme dans sa globalité, pas uniquement ses effets en termes de niveau de vie ou de pauvreté ou de richesse. Comme disait Marx, le capital est un rapport social. Donc il faut analyser le capitalisme lui-même, et là, effectivement, la presse de gauche ne fait pas ce travail-là. Et ce qui m'a frappé, enfin, je dis en général, ce qui m'a frappé, c'est ce décalage entre effectivement une paupérisation qui s'opère, si vous voulez, c'est indéniable, là aussi les statistiques sont nettes, et en même temps une santé vivace, ce que j'appelle une santé vivace du capitalisme français, du fait qu'il se soit transformé. Donc, je vais revenir très rapidement sur ces quelques éléments. Quand je dis paupérisation, je n'ai pas besoin d'aller... on est première semaine de septembre, on fait cet entretien-là. Le Secours populaire a sorti, il y a quelques jours, son baromètre annuel, qui indique, par exemple, avec statistiques solides à la clé, j'ai pu le vérifier, que 38% des Français sont en des aides alimentaires, en ce qu'ils appellent la précarité alimentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 38% des Français et des Françaises, et notamment évidemment les chômeurs, les précarisés, mais aussi les retraités et la population jeune des étudiants, ont du mal, pas seulement à finir les fins de mois, mais à avoir une logique de 3 repas par jour. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, on est dans un pays, en France, où les gens ont faim. Par contraste, comme vous l'avez dit, sont sortis également cette semaine l'analyse, la synthèse des dividendes qui ont été versés au deuxième semestre 2023 pour les entreprises du CAC 40, qui est grosso modo de 49 milliards d'euros. C'est à la part dans la valeur ajoutée capital travail, 49 milliards d'euros ont été distribués au capital, ce qui représente à peu près une augmentation de 10-12% par rapport à 2022 et aussi environ 10% par rapport à 2021. Sachant qu'en pleine période Covid 2021, les profits cumulés du CAC 40 sont à peu près de 140 millions 145, il y a des débats là-dessus, millions d'euros, rien que pour le CAC 40, et que lorsqu'on regarde la courbe des salaires pendant le Covid, au moment de paupérisation s'il en est, ça a été aussi également analysé, l'augmentation des salaires des grands patrons
canton est d'environ de 100%, tout simplement. Donc voilà un peu là où on en est. Okay, et pour vous redonner un autre exemple, donc la question c'est quand on parle de la situation de la France, évidemment pour vous c'est une évidence en tant que marxiste, c'est de qui on parle, hein, de qui on parle. Alors maintenant, si on revient un petit peu sur la dynamique qui produit cette asymétrie, parce qu'une fois de plus, sans faire de méthodologie marxiste, un marxiste se place du côté de la production et pas uniquement du côté de la circulation. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de s'indigner des inégalités de richesse. Ça, c'est une conséquence. Ce qu'il faut comprendre, c'est quels sont les rapports de production et quelle est la structure du capital. Eh bien, grosso modo, si je dois résumer très rapidement, on est passé d'une France, je dirais, industrielle, avec une puissance régalienne de l'État protégeant des fleurons nationaux, ce qui est la France, disons, gaullienne. On pourrait appeler la France gaulo-communiste d'une certaine manière, parce qu'il y avait une alliance objective sur ces questions-là entre le PCF et le gaullisme, à une France insérée dans la mondialisation qui va, à partir des années 85-88, donc à partir de l'échec de l'expérience de la gauche en France, privilégier certains secteurs clés et devenir dominante dans l'économie mondiale sur certains secteurs clés qui sont extrêmement restreints. Qui sont évidemment la question du luxe, qui sont évidemment donc, luxe, beauté, santé, etc., qui sont toute la partie armement et également haute technologie et surtout banque assurance. C'est-à-dire qu'en fait, l'économie française, du point de vue de sa profitabilité, est orientée dans la division mondiale du capital sur cette puissance-là. Par contraste, traditionnellement, on fait cette opposition-là avec la situation allemande, qui est puissante sur les biens d'équipement, les biens d'outillage et les biens manufacturés. Mais là, j'ai envie de dire là, ce que vivent les gens, c'est-à-dire au sens d'un sentiment de révolte, de déclassement, est directement lié à ce changement de modèle qui a dû s'opérer chez nous très vite parce que justement, il y avait ce modèle social français productif qui a opéré jusqu'au milieu des années 80. Hein. Donc aujourd'hui, effectivement, la France est insérée dans la mondialisation. J'ai pu le vérifier statistiquement, c'est-à-dire notamment les prises de capital des entreprises françaises et les investissements de capitaux à l'étranger sont multiples et très importants du point de vue quantitatif. Et donc on se trouve face, je dirais, à une France qui est une France des services et où certains secteurs, notamment le secteur de l'armement, vit largement sous perfusion d'une certaine manière de l'État. Voilà la situation. Et donc cette situation se traduit notamment par une très forte désindustrialisation. Absolument. Que vous évoquez aussi avec un exemple. Ça vient aussi dans la deuxième partie, en fait, où vous parlez des luttes sociales qui ont eu lieu depuis environ 30 ans. Et donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les mutations de la classe ouvrière pendant cette période-là, et quelles sont aussi les nouvelles formes de lutte qui sont apparues, l'évolution en fait. Voilà. Alors juste avant de répondre à votre question, je continue juste sur un point, c'est aussi dans une logique de formation, c'est-à-dire que typiquement, si vous écoutez, je sais pas, BFM ou LCI, etc., vous parlez du déficit de la balance commerciale qui est absolument colossal, si vous voulez. Mais là aussi, il faut le comprendre comme une conséquence, une modification interne du système productif. Pourquoi est-ce qu'on a une balance commerciale aussi déficitaire? C'est précisément parce que la France s'est désindustrialisée. Et pas uniquement en raison de décisions politiques, mais parce que le modèle productif pour gagner dans la mondialisation est un modèle de service. Et on s'en est tous rendu compte au moment du Covid, où effectivement on s'est rendu compte que un médicament de base n'était fabriqué en France, qu'on était incapable de produire un masque, incapable d'ailleurs de produire un vaccin. Donc là il y a un effet aussi de réalité qui est que finalement cette spécialisation internationale du travail nous rend extrêmement dépendants des biens manufacturés, tout comme le modèle industriel allemand les rend eux aussi très dépendants typiquement de l'approvisionnement énergétique, d'où notamment les phénomènes de tension en Allemagne, de baisse de compétitivité liée à la guerre russo-ukrainienne. Voilà, c'était juste pour terminer. Alors, le deuxième chapitre, effectivement, s'intéresse à toute la question des transformations des luttes sociales. Vous dites notamment qu'il faut élargir le concept de classe ouvrière, de prolétariat. Alors ça, c'est un problème théorique qu'on va pouvoir avancer. Grosso modo, si on fait l'analyse séquentielle des luttes sociales depuis les années 45,
je ne suis pas le premier à le dire là-dessus, ce n'est pas forcément original, il y a une baisse de la conflictualité, il y a une baisse de la centralité ouvrière, à la fois qualitative et quantitative, dans les luttes sociales. C'est-à-dire que là aussi, si on regarde, il y a des éléments statistiques publics pour le voir, ce qu'on appelle les JINT, c'est-à-dire les jours non travaillés. On voit à la fois où se font les grèves, historiquement, dans quel type d'entreprise, et dans quel secteur, etc., et leur décrue quantitative. Donc, si vous voulez, la centralité de la lutte de classe au sens strict de la lutte ouvrière, au sens de l'ouvrier et de l'industrie, décroît. Par contraste, il y a une multitude de luttes citoyennes et sur d'autres sujets que les questions strictement économiques, environnement, féministe, mode de vie, jeunes, qui se sont déployées dans les années 1970. Pour moi, le fait marquant et qui est important, c'est là où je donne une valeur ajoutée à ce constat qui a été fait par d'autres, c'est que par rapport à l'histoire de la gauche, il y a ce que j'appelle une désinstitutionnalisation des luttes sociales. C'est-à-dire qu'il s'opère aujourd'hui, depuis quelques décennies, un décrochage entre les organisations traditionnelles de la représentation populaire que sont les syndicats et les partis de gauche avec les luttes sociales. C'est un point qui est évident, mais il faut le noter parce que ça met dans l'impasse politique. Et puis ça met dans l'impasse les mouvements sociaux eux-mêmes. Si vous regardez par exemple la lutte sur les retraites, qui a quand même mobilisé, faut-il le préciser, des millions de personnes dans la rue, à un moment, si vous voulez, l'impotence syndicale et politique fait que le rapport de force n'est plus possible au moment où les grèves sont moindres, parce que je détaille un petit peu ce point dans le livre. À la fois, on pourrait avoir l'impression que les syndicats sont très puissants avec cette grève sur les retraites. Et effectivement, elles le sont au sens d'un catalyseur de manifestation citoyenne. Si vous regardez les chiffres des grèves, les grèves, c'est-à-dire la lutte de classe traditionnelle dans l'espace de l'entreprise, sont extrêmement faibles. Et là, il y a quelque chose à penser, il y a quelque chose de problématique, parce que c'est précisément parce que la lutte de classe au sens traditionnel est en difficulté, en recul par rapport à cette offensive capitaliste dont je viens de parler et qui constitue ma première partie, qui explique les difficultés de mobilisation et qui produisent aussi, faut-il le dire, de la violence désordonnée, type gilet jaune qui n'aboutit pas à grand-chose, des émeutes urbaines, etc. Donc après, si vous voulez, c'est des choix politiques qui sont divers. Certains, dans des tendances anarchisantes, peuvent se réjouir, mais en même temps, on sait, si vous voulez, que la violence désordonnée, inorganisée, non consciente, est contre-productive et en tout cas n'apporte rien. Donc il y a un vrai sujet sur cette question du décrochage. Est-ce que ça veut dire que parce que la classe ouvrière industrielle a reculé, et c'est lu d'un point de vue quantitatif, statistique, et que les luttes de la classe ouvrière industrielle ont reculé, que la notion de lutte de classe ne doit pas être utilisée ou moins utilisée, et qu'on doit être, comme le disait Alain Touraine et d'autres dans les années 70, dans une société post-industrielle et pacifiée. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas pour deux raisons. La première, c'est que d'un point de vue objectif, et là aussi les sociologues le montrent, et j'en parle dans ma deuxième partie, la situation des employés, employés du tertiaire, employés des services, employés des back-office, dans cette logique de tertiarisation de l'économie, ont une position objective assez similaire au prolétariat industriel. Et donc effectivement, il faut avoir une vision, je pense, extensive de la notion de classe ouvrière pour penser plutôt la question du salariat dans sa généralité. Ce qui ne résout pas pour autant ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire comment créer une conscience de classe pour des gens qui ne se considèrent même pas comme faisant partie de la classe ouvrière. Ce qui est un problème politique qui ne me concerne pas, mais sur lequel il faut travailler. Et le deuxième point, c'est que si les revendications importantes sur le travail, les conditions de travail, les revenus, etc., ne s'opèrent plus de manière systématique dans une lutte de classe traditionnelle dans l'espace de l'usine ou de l'entreprise, en fait, ce contenu-là reste déterminant dans les mobilisations citoyennes. Pas un hasard, évidemment, nous sommes matérialistes, que les grandes les grandes mobilisations sociales type sous les retraites posent la question du pouvoir d'achat, des retraites, de la fin de vie, de l'hôpital public, que les choses se mélangent. Donc, j'ai envie de dire, la base matérielle
de la conflictualité de classe se maintient, mais ce qu'il faut travailler, réfléchir et opérer, c'est ce décrochage vertical avec les organisations et ce décrochage relatif avec la conflictualité dans le monde du travail qui, elle, historiquement, a tendance à baisser, en tout cas ne plus se manifester en force de manière collective. Et ça, c'est une vraie question parce que je pense que des manifestations de masse, lorsqu'elles ne sont plus accrochées au lieu de production, sont difficiles à transformer politiquement. On l'a vu notamment avec les Gilets jaunes, oui. Voilà, il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup de personnes mobilisées pour finalement un résultat qui est assez décevant. Qui est assez décevant. Il y a eu un léger recul de Macron à certains moments. Absolument. On est d'accord. Du coup, en lisant votre livre, donc, sur le plan plutôt politique, donc, qui est la troisième partie, on pense bien sûr à la fameuse citation de Denis Kessler, je ne sais pas si vous la connaissez, qui en octobre 2007 dans le magazine Challenge, je répète pour les auditeurs qui ne la connaissent peut-être pas, donc le modèle social français est le pur produit du Conseil national de la résistance, un compromis entre gaullistes et communistes, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Il est grand temps de le réformer et le gouvernement s'y emploie. Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement, donc c'est Sarkozy, peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portée diverse. Statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme, etc. À y regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est assez simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952 sans exception. Il est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Donc ça, c'est ce qu'annonçait Kessler, qui avait été numéro 2 du MEDEF au début des années 2000, je crois. Et donc c'est un peu ce que vous décrivez avec la séquence Sarkozy, Hollande, Macron, qui sont employés en fait à détricoter ce programme du CNR. Et après vous insistez aussi sur d'autres éléments que je vous laisse un peu détailler. Vous, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, comme vous le disiez, vous pensez que Sarkozy a marqué une rupture, qui est vraiment l'avènement, le couronnement du néolibéralisme en France, et qu'après on a une certaine continuité qui est marquante entre Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron. Absolument, parce que là aussi, si on regarde en détail, d'un point de vue quantitatif et qualitatif, le bilan de Hollande, pour lequel l'ennemi c'était la finance, il est socialement beaucoup plus désastreux que celui de Nicolas Sarkozy. Quant à Macron, comme le disait Nicolas Sarkozy, Macron c'est moins en mieux. Et je pense qu'effectivement c'est bien de cette continuité-là dont il s'agit. Alors, vous avez introduit un concept important sur lequel il faut peut-être s'arrêter un instant, qui est celui de néolibéralisme. De quoi parle-t-on? Alors, il y a une bataille des termes dans lequel on ne va pas rentrer, mais on va plutôt expliciter le fond. Moi, je pense qu'il est important de montrer, ce que j'essaie de faire modestement dans le livre, c'est de montrer qu'il y a une interdépendance entre les trois éléments dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas la situation française si on ne voit pas à la fois qu'il y a un recul historique de la lutte de classe organisée, en même temps qui permet une nouvelle offensive capitaliste, d'une certaine manière menée par des secteurs différents, insérés dans la mondialisation, c'est ce que montre la partie 1, et qui s'exerce par le moyen de l'appareil d'État avec un durcissement autoritaire de l'État qui se voit à tous les niveaux. Donc je vais continuer quand même sur ce point du durcissement autoritaire de l'État, mais alors, il y a des gens qui parlent d'illibéralisme, par exemple. Moi, je parle de néolibéralisme autoritaire, mais il faut définir le terme, j'appelle néolibéralisme autoritaire, ce mixte tout à fait particulier entre cette nouvelle offensive capitaliste et ce raidissement autoritaire de l'État visant d'une certaine manière à mener la répression, à la fois sur le plan social et sur le plan quasiment policier, il faut bien le dire, des perdants de la mondialisation. C'est-à-dire qu'il y a un détricotage du droit social, il y a un détricotage des services sociaux, et ça ne veut absolument pas dire que l'État est moins investi. C'est-à-dire que vous connaissez, alors je vais citer un auteur non marxiste qui est Bourdieu, qui dit de par de main droite et de main gauche de l'État. C'est-à-dire qu'il y a un désinvestissement de la main gauche de l'État au profit de la main droite de l'État. Moi je dirais plutôt qu'il y a un surinvestissement des appareils répressifs d'État
au détriment des services sociaux de l'État. Si vous regardez le budget de l'État, tout le monde dit qu'il est hypertrophié, enfin, d'un point de vue libéral, on va dire, il est hypertrophié, il faut économiser de l'argent, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que l'argent est mis largement dans la police, il y a dans la militarisation également de la police, les changements d'armement extrêmement coûteux, il est mis au niveau de la justice, et il est mis, vous avez vu le budget de l'armée, également au niveau de l'armée. C'est-à-dire qu'il y a un raidissement autoritaire de l'État qui n'est pas que français d'ailleurs, hein, qui est une vague qui traverse les pays occidentaux, phénomène Trump, Bolsonaro, phénomène italien, suédois, hongrois. Donc là aussi c'est une réflexion politique, je pense, qu'il faut avoir dans nos milieux, qui est de savoir comment penser ce développement capitaliste qui, on a l'impression, peut-être que l'histoire changera, de donner lieu à ce que j'appelle un nouveau moment autoritaire de l'État. C'est intéressant parce qu'on a eu affaire historiquement à des états d'exception, fascisme, nazisme. À mon avis, on n'est pas du tout dans ce cas-là, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais en tout cas, si on prend les discours du début des années 90, après la chute de l'URSS, personne de l'extrême gauche et l'extrême droite pensait que l'État redeviendrait hypertrophié et répressif. Il y avait cette idée que finalement l'État fort était une sorte de scorie du développement historique, une sorte de quelque chose qui allait finalement, des trotskistes à l'extrême droite, quelque chose qui allait finalement tomber et s'abaisser. Et voilà. Et on se rend compte que finalement il y a quelque chose à penser dans ce nouveau moment autoritaire de l'État. Donc il agit en termes répressifs, avec des choses incroyables, hein, quand même, hein, des lois d'exception sur le terrorisme et sur la question sanitaire, qui à mon avis avaient leur raison d'être, on pourra en discuter, mais qui passent dans le droit commun. C'est ce passage-là que je ne questionne pas en tant que tel les lois d'exception sanitaire et terrorisme, mais c'est un jugement politique que je donne, mais la question c'est la transformation dans le droit commun, et je pourrais dans le droit commun, et on pourrait longuement en discuter avec des exemples, absolument. Mais on le voit aussi plus largement sur un recul de la négociation sociale. Enfin, si on prend le cas de la retraite de 2023, on ne prend même plus le temps de discuter avec des syndicats dits réformistes comme la CFDT qui aurait sans doute bien voulu accepter et rentrer dans un schéma de négociation. Quand on voit la manière dont a été traitée la question du Covid, c'est à travers un conseil de défense, c'est-à-dire les instances de guerre, c'est un conseil de défense, sous aucun contrôle citoyen ni parlementaire. Et quand on voit l'usage immodéré du 49.3, dont c'est François Hollande, hein, c'est pas Nicolas Sarkozy qui en a abusé le plus du point de vue statistique. On utilise aujourd'hui le 49.3 pour faire passer un budget 10 fois, je crois, Elisabeth Borne a fait passer le budget au 49.3. Donc si vous voulez, il y a un dessaisissement de la négociation sociale, du parlementarisme au profit de ce déplacement vertical vers la haute administration et le secteur exécutif qui me semble tout à fait significatif. Après, s'oriente-t-on dans quel type de mode autoritaire de l'État s'oriente-t-on? Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir si vous le souhaitez. Alors, on peut en parler un peu plus tard. Simplement sur la continuité entre les politiques des trois derniers présidents. Est-ce que vous pouvez un peu peut-être développer sur la privatisation, la vente à la découpe du patrimoine qui avait été construit par les générations précédentes, l'austérité, alors, je pense qu'il y a comme j'ai dit, je pense qu'il y a vraiment une continuité qui se crée. Donc c'est pour ça que le livre est découpé avec, pour moi, Nicolas Sarkozy, c'est l'installation du néolibéralisme à la française, en place de ce que j'appelle la voie française du néolibéralisme. Une fois de suite, pas au sens, on utilise dans les médias le terme néolibéralisme pour parler du libéralisme, au sens précis de ce mixte entre une nouvelle offensive capitaliste et un durcissement, un autoritarisme d'État. C'est comme ça que moi je définis le néolibéralisme. Ensuite, vous avez une installation qui se fait sous François Hollande, qui est, je le répète, dans le bilan à la fois sur ce plan répressif et sur ce plan socio-économique est pire que celui de Nicolas Sarkozy. Et puis on a la figure de l'enfant prodigue, Macron, qui poursuit entièrement le programme enclenché sous Nicolas Sarkozy, effectivement empire du point de vue même de Nicolas Sarkozy, au sens où il fait mieux que lui, comme il le reconnaît lui-même, parce que
chez Nicolas Sarkozy, dans la politique menée, il y avait encore un affichage. Je parle d'affichage, mais tout de même, c'est pas rien. La symbolique politique, ça existe. Sur la question sociale, héritier d'un certain chiracisme, d'un souci en tout cas affiché d'unité nationale, de réduire la fracture sociale, qui elle-même est héritée d'une vieille tradition française qui a été analysée par des chercheurs, je pense à René Raymond, etc., qui est la vieille tradition du gaullisme de gauche. Donc il y avait encore chez Nicolas Sarkozy cet affichage sur la fracture sociale, sur l'envie de faire nation. Chez Macron, la question est plus, pour reprendre l'expression d'un sociologue qui s'appelle Loïc Vacan, qui a écrit un livre qui s'appelle Punishing the Poor, qui est plutôt une idée de moins de faire nation que finalement de ne pas comprendre pourquoi on ne traverse pas la rue pour trouver un emploi. La question du faire nation, du collectif, se pose beaucoup moins pour quelqu'un qui va dire qu'on dépense un pognon dingue pour des minima sociaux et qui va, dès sa candidature, enfin dès son élection de 2017, aller chercher 5 € d'APL dans la poche des fauves, puisque je rappelle quand même ce phénomène-là, qui est quand même incroyable. C'est-à-dire, les deux premiers éléments du premier quinquennat de Macron, c'est la concomitance entre deux choses, la réduction de l'ISF et le fait d'aller chercher 5 € d'APL, c'est-à-dire pour les gens qui ont besoin de se loger, qui sont dans la nécessité. Donc effectivement, c'est une logique, si vous voulez, d'individuation des sujets dans la collectivité française. Ce n'est pas un enjeu de construction nationale comme il y avait encore chez Nicolas Sarkozy. Et cette phase-là, qui correspond à celle de Macron, correspond précisément à une phase, je dirais, outrancière du capitalisme mondialisé, où il s'agit effectivement de tirer son épingle du jeu dans un espace qui est de plus en plus concurrentiel. Vous parlez de la mise en scène aussi de deux camps chez Macron, entre les premiers de cordée et ceux qui ne sont rien, par exemple. Bien sûr. C'est vraiment une opposition, gilets jaunes, jeunes de banlieue, face aux winners et aux gagnants de la mondialisation. Exactement. Cette idée, effectivement, si vous n'êtes pas entrepreneur, je crois que c'était ça qu'il avait dit quand il était dans la gare, vous n'êtes rien. Donc il y a cette idée d'entrepreneurship. Alors la question, c'est après, est-ce qu'on se focalise sur le personnage Macron, comme le font, à mon avis, trop d'essais journalistiques ou de critiques. La question, une fois de plus, c'est là où il faut raisonner à travers le critère marxiste de la totalité. La question n'est pas Macron lui-même, la question n'est pas sa personnalité supposée, son style de leadership. La question, c'est que ce discours sur l'entrepreneurship correspond à un moment, si vous voulez, de concurrence exacerbée qui s'exerce en France par rapport aux pays européens, d'un point de vue régional et d'un point de vue mondial. Par rapport à l'ère Macron, justement, vous parlez aussi d'une relation de plus en plus fusionnelle entre les milieux d'affaires, des grandes entreprises, des grands groupes industriels et financiers, et les hautes sphères de l'État, l'appareil d'État. Donc, il me semble que vous n'utilisez pas le terme de capitalisme monopoliste d'État dans votre livre, mais vous montrez bien que voilà, on a affaire à un milieu de plus en plus imbriqué. Et vous évoquez notamment dans la conclusion la pénétration croissante des cabinets de conseil dans la conduite des affaires stratégiques de l'État. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce phénomène? Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours pareil, si vous voulez, si vous voulez, les secteurs dominants du capitalisme. À la fois, ils ont une exigence qu'on flexibilise et qu'on gagne, que l'État si vous voulez, les aide à réduire leurs impôts. On le voit même cette semaine, sur tous les débats sur les impôts de production, etc. Donc, il y a l'idée, aidez-nous pour qu'on puisse investir, aidez-nous pour qu'on puisse employer, donc réduisez les impôts et grosso modo fragiliser le droit du travail pour nous permettre d'innover. C'est ça, et d'employer. C'est ça, grosso modo, le discours. Mais en même temps, et là, il y a une tradition qui est aussi spécialement française. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire fonctionner un marxisme trop mécaniste qui dirait que finalement c'est l'économie qui détermine tout. Il y a une vieille tradition française qui est le colbertisme, qui est cette idée que finalement l'économie française et les grandes directions, la bourgeoisie d'une certaine manière, a toujours fonctionné avec la protection et presque sous perfusion de l'État. Il y a quelque chose de très particulier dans la construction historique de la bourgeoisie française, dans son rapport à l'État. Par exemple, le grand patronat va demander effectivement de réduire les impôts de production, que l'État se fasse une cure d'amincissement, ce genre de choses qui sont expliquées. Mais par contre,
ne reviennent pas sur la question du CICE, c'est-à-dire dès qu'il y a de l'argent qui est donné, si vous voulez, aux dirigeants, cet argent ne pose pas un problème de déficit de l'État. Je rappelle que le CICE, donc le crédit d'impôt pour la recherche et la compétitivité, qui devait créer des emplois, je me souviens même qu'un président du MEDEF avait un PINS 1 million d'emplois, qu'il n'a évidemment jamais fait, sont évalués par les économistes les plus sérieux. Ce dispositif de crédit d'impôt, qui a duré donc de 2013 à 2019, a coûté quelque chose comme 100 milliards d'euros, me semble-t-il. Il faudrait vérifier. Et donc, non, pardon, 100 millions, j'exagère, excusez-moi. 100 millions, c'est-à-dire grosso modo 20 millions d'euros par an, hein, ce qui est absolument colossal. Donc, il y a à la fois, l'État doit se flexibiliser, nous rendre plus agile, et en même temps, on va demander de plus en plus à l'État. Ça, c'est une caractéristique aussi du capitalisme à la française. Donc, ce qu'on remarque sociologiquement et économiquement, c'est qu'il y a ce bloc au pouvoir, ce que j'appelle moi le bloc au pouvoir, ou le bloc bourgeois, certains appellent le terme de bloc bourgeois. Enfin, il y a une cohésion, si vous voulez, de l'appareil économico-politique qui est de plus en plus forte. Ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est-à-dire qu'il faut regarder les analyses sociologiques qui font si vous voulez, des diagrammes de relations, d'interdépendance entre les milieux pour se rendre compte, si vous voulez, de la perméabilité de plus en plus forte, spécialement sous Macron, entre les directions économiques et les directions politiques. C'est-à-dire que vous étiez chez L'Oréal, vous allez chez Macron, vous étiez chez Macron, vous allez être chez Accor. C'est le même milieu, avec des va-et-vient de plus en plus intenses, on l'a mesuré sur l'intensité de cette circulation des élites entre les directions économiques et la direction des affaires d'État. Ça crée ce que Bourdieu appelait une sorte d'homogénéité d'habitus, et ça crée surtout une communauté d'intérêt, avec une classe bourgeoise au sens large du terme bourgeoisie, c'est-à-dire noblesse d'État et direction d'entreprise, qui est de plus en plus mobilisée d'une certaine manière et qui est consciente de ses intérêts historiques. Hein. Donc il y a une unité au pouvoir qui est de plus en plus forte et qui s'est renforcée statistiquement. Je vous renvoie à des études sociologiques que j'ai pu voir dans la revue française de sociologie, où il y a ces diagrammes de relations, qui s'est accentué sous Macron de manière absolument vertigineuse. Donc, et juste pour finir là-dessus, cette logique de bloc que vous pointez, on l'a vu très bien dans la manière dont s'est mise en place la problématique des retraites en 2023, c'est-à-dire peu de négociations sociales, un Parlement qui n'a pas pu s'exprimer comme le souhaitait, usage du 49.3, répression policière et validation par le Conseil constitutionnel. Après, il ne faut pas rentrer dans une vision complotiste, comme on dit en sociologie, holiste, en disant que tous ces gens sont intentionnés. Non, ce sont des fonctionnements objectifs qui font qu'il y a une unité du pouvoir et qu'effectivement les forces de transformation, même les forces de dialogue social, ont de plus en plus de mal finalement à porter leur point de vue face à cette unité que j'appelle une unité structurale du pouvoir capitaliste qui s'est accentuée indéniablement sous la présidence Macron. Et dans cette unité du pouvoir justement entre différentes fractions de la bourgeoisie qui arrivent quand même à s'entendre sur certaines choses, notamment par exemple la réforme des retraites ou autre, ce qui est assez frappant et c'est une chose sur laquelle on insiste beaucoup dans le Café marxiste, c'est le rôle de l'UE et de l'euro. Ça, vous en parlez assez peu dans le livre, sur la question de l'austérité, etc. Donc pourquoi avez-vous choisi de peu l'évoquer? Alors que c'est quand même un fait central depuis le nom en 2005 jusqu'à aujourd'hui. Alors, d'une part parce qu'on ne peut pas tout faire. Il faut, comme on dit, circonscrire son objet. J'ai fait, sans prétention, j'ai fait une analyse de la France et elle doit être alimentée par d'autres recherches, d'autres analyses de faits, de la contradiction, et tout ça est très bien. Il faudrait effectivement faire des analyses complémentaires sur les autres grands pays européens, notamment, évidemment, Angleterre, Allemagne, Italie, pour voir comment ces choses-là s'organisent et comment, d'une certaine manière, l'espace européen peut être un espace de contrainte et en même temps un espace d'opportunité pour le capitalisme français. Je le dis explicitement en introduction, c'est quelque chose que je n'ai pas pu faire et que je ferai peut-être un jour. La deuxième réponse que je vous dis, c'est que ça, c'est plus pour moi une question politique, au sens programmatique, qu'une question analytique, si vous voulez. Une fois qu'on a défini qu'on vivait dans une société de classe et qu'il y avait
finalement les espaces qui soient nationaux ou organisés au niveau européen, au niveau mondial, sont des espaces où effectivement des règles s'appliquent, qu'elles sont asymétriques entre le capital et le travail. Si vous voulez, ma question n'est pas de mettre en exergue la prégnance des traités européens. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller en deçà de la superstructure, d'une certaine manière, d'essayer de comprendre comment s'organiser les rapports de classe en France. Je ne nie pas du tout qu'il y a une pression, effectivement, de l'Union européenne telle qu'elle est construite aujourd'hui, et j'avais envie de me placer au niveau vraiment le plus infrastructurel, c'est-à-dire fonctionnement économique, rapports de forces sociaux et la dynamique politique française, avant de m'intéresser au droit national, que je m'intéresse un peu à travers le droit du travail, et a fortiori au droit européen. Donc pour moi, c'est plus une question qui devrait élargir mon sujet à l'analyse d'autres pays, et une question qui est plus la question de est-ce que cibler la question des traités européens est une priorité politique pour les forces de transformation sociale. Là-dessus, c'est un choix politique, et personnellement, j'en ai rien à en dire. D'accord. Oui, parce que par rapport à ça, ce qui est quand même marquant, c'est que la plupart des réformes, on sait que c'est des réformes qui sont demandées par l'Union européenne, qu'elles s'appliquent aussi, qu'elles sont mises en œuvre aussi dans d'autres pays. Et on voit aussi comment le Parlement français, en fait, a de moins en moins de pouvoir et souvent retranscrit des directives européennes. Oui. Donc, on voit quand même qu'il y a une dynamique au niveau de l'Union européenne. Ça nous permet aussi de revenir à la fascisation, donc, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Parce que dans votre livre, vous insistez beaucoup sur les menaces pour la démocratie, sur le tournant, le développement de l'autoritarisme d'État, etc. Mais vous dites, par exemple, à la page 247, l'hypothèse d'un procès de fascisation nous semble fausse. Pourtant, par ailleurs, vous parlez de montée en puissance irrésistible de l'extrême droite, de retour du militarisme en Europe, de la dictature de classe affermie et le tournant autoritaire de l'État, et aussi des hégémonies culturelles de l'extrême droite, donc ça on est tout à fait d'accord. Vous dites aussi que le mépris présidentiel et l'autoritarisme ont fait le jeu de l'extrême droite et des discours de plus en plus décomplexés sur l'immigration et la sécurité. Ou encore que le phénomène fasciste peut se répéter, advenir différemment, y compris en France, mais nous n'y sommes pas. Alors nous, au Café Marxiste, on a reçu à plusieurs reprises le philosophe Georges Gastaut, qui nous expliquait que, évidemment, nous ne sommes pas encore dans le fascisme, mais qu'on voit un mouvement de fascisation, et qui d'ailleurs se caractérise par de nombreux éléments que vous pointez vous-même dans votre livre. Donc, par exemple, l'antisyndicalisme, l'antiparlementarisme, la remise en cause des libertés démocratiques, le renforcement de l'exécutif, de l'arsenal répressif de l'appareil d'État, l'idéologie du ni droite ni gauche aussi, et puis après l'antiprogressisme, l'obscurantisme, la résurgence du racisme et de la xénophobie, l'islamophobie, le nationalisme, ou encore la marche à la guerre impérialiste, le militarisme, comme vous l'avez évoqué. Et donc, par rapport à ça, on souhaitait vous demander pourquoi vous ne souhaitez pas parler de fascisation à l'heure actuelle. Alors, tout à l'heure, vous parlez de libéralisme. Oui, c'est un débat très important qu'il faut qu'on ait. Alors, en fait, je pense qu'il faut vraiment reconnaître que l'on vit un nouveau moment autoritaire de l'État, mais je pense qu'il faut faire attention aux... et je ne sais pas comment le qualifier, je parle de nouveau moment autoritaire de l'État, et je pense qu'il concerne pas seulement la France, mais comme je l'ai dit, l'ensemble des pays capitalistes avancés, et ça donne à penser. Mais je pense qu'il faut faire attention quand on utilise certains signifiants. C'est ma formation analytique qui m'oblige à parler de signifiants. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir une définition restrictive, c'est-à-dire historique, du fascisme. Le fascisme, c'est donc un mouvement politico-social qui a été marqué par un arbitraire, si vous voulez, une suspension de la démocratie et des institutions républicaines au profit de la répression et de l'extermination physique du mouvement ouvrier, de pratiques de déportation et d'exécution en masse de millions de personnes, qui s'est par ailleurs accompagné d'un certain avant-gardisme révolutionnaire, avec tout un mouvement artistique, donc il y a une dimension d'avant-gardisme révolutionnaire, et en tout cas c'est surtout une politique de meurtre de masse
arbitraire et de suspension de la démocratie et de la République. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut faire attention, on peut s'offusquer, comme moi, des modes de répression et de la militarisation de la police que l'on observe actuellement. Il y a un rapport d'Amnesty International qui parle notamment de la manière dont s'est opérée la répression des Gilets jaunes, mais il n'y a pas photo entre, et une fois de plus, ça n'empêche la compassion et la solidarité avec les dizaines de personnes qui ont été mutilées des mains et qui ont été énuclées, qui ont perdu leur œil. Mais ce n'est absolument pas comparable, si vous voulez, à une politique qui va envoyer des centaines de milliers de gens dans des camps d'extermination, ou qui va prendre les 400 ou 500 dirigeants d'une ville comme Berlin dans les années 30 et les fusiller contre des murs, si vous voulez. Donc c'est là où je pense qu'il faut faire très attention sur la définition du régime. C'est-à-dire que nous vivons dans un moment de durcissement autoritaire de l'État, mais qui est qualitativement différent de ce qu'on a appelé historiquement le fascisme, à moins de faire dire n'importe quoi aux mots, et je pense que c'est dangereux, si vous voulez, de surgonfler la situation par rapport à des signifiants qui n'y sont pas. Voilà en tout cas quel est mon point de vue. C'est-à-dire que je pense qu'en plus, d'un point de vue de la formation marxiste, on sait penser des autoritarismes qui ne sont pas des fascistes. Il y a toute une réflexion de Marx, par exemple, sur le bonapartisme. Il y a tout un travail de la Troisième Internationale pour différencier, par exemple, est-ce que le fascisme, au sens italien, et le nazisme au sens allemand, est-ce que le caudillisme, est-ce que le franquisme et le pétainisme, avec toute une version, si vous voulez, national-catholique traditionnaliste, peuvent être comparables, pas seulement d'un point de vue idéologique, mais d'un point de vue pratique, si vous voulez, à des régimes, un régime italien ou un régime allemand, qui avait une dimension, j'ai envie de dire, en tout cas d'affichage révolutionnaire et très peu religieux, en tout cas très peu respectueux de l'Église en tant qu'institution. Donc si vous voulez, nous avons les moyens intellectuels de faire ces distinctions fines, et je pense qu'il faut les faire, parce que sinon nous n'arriverons pas à penser la vraie possibilité du fascisme, c'est-à-dire un moment de coup d'État, de suspension de la démocratie, de suspension de la République. Donc on vit dans une République qu'on peut qualifier d'autoritaire, d'illibéralisme comme Rosan Vallon, moi je parle de néolibéralisme autoritaire, mais nous ne sommes pas, on ne peut pas comparer, une fois de plus, la répression de masse hitléro-mussolinienne avec, si vous voulez, la répression violente dans une démocratie comme la France, la répression des Gilets jaunes. J'entendais encore il y a quelques heures à la radio, il y a un procès aujourd'hui qui s'ouvre sur les bassins de Sainte-Soline, et effectivement il y a eu 200 blessés de ces militants écologistes. Le fait même qu'il y ait un procès, si vous voulez, montre bien que nous ne sommes pas dans un régime fasciste. Le régime fasciste, c'est l'arbitraire et c'est l'exécution physique des militants. Donc je pense qu'il faut faire très attention sur ce sujet-là. Et la deuxième raison, c'est l'analyse de l'extrême droite. Vous avez raison, j'insiste beaucoup sur l'extrême droite, c'est évident. Sur le plan idéologique, hégémonique, au sens gramscien, c'est-à-dire qu'il suffit d'ouvrir n'importe quelle chaîne de télé en continu pour voir comment la puissance du logiciel de l'extrême droite est devenue commune, c'est assez impressionnant. Mais aussi d'un point de vue politique, avec la montée irrépressible du Rassemblement national et de ses alliés identitaires, etc., depuis 1983, puisque le Front National a gagné ses premières élections à Dreux en 1983. Mais tout le travail de montée en masse du Front National et du Rassemblement national a consisté à se dédiaboliser, c'est-à-dire à montrer les marques du fait qu'une fois au pouvoir, il respecterait les institutions républicaines et qu'il ne franchirait pas le pas, si vous voulez, d'un je ne sais quel putsch ou de n'importe quel coup d'État. C'est-à-dire que l'histoire, et là, c'est même pas moi de le dire, c'est un spécialiste du Front National, il y en a des centaines. L'histoire du Front National, c'est l'histoire d'une organisation qui, effectivement, trouve ses origines dans la collaboration allemande, dans l'OAS, dans des groupes fascistes comme l'Occident, mais qui s'est peu à peu intégré dans l'espace républicain. Et il faut juger les gens par des faits, et par, si vous voulez, aujourd'hui, il y a des députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale, dans des commissions exécutives, ce qui n'est pas rien. Et tout leur boulot est si vous voulez, est de se comporter comme un autre parti. Donc mon hypothèse est totalement critiquable, c'est que si demain, et je pense qu'on est sur la voie
effectivement d'une ascension au pouvoir de l'extrême droite, qu'elle s'appelle RN, qu'elle s'appelle Zemmour, peu importe, mais en tout cas de cette forme à l'italienne d'extrême droite, disons, je pense que cette forme-là sera évidemment incomparablement plus dure pour certaines populations immigrées, je pense évidemment, mais ne sera pas qualitativement différent du point de vue de l'État de la phase autoritaire dans laquelle nous vivons avec Macron. Je pense qu'il y aura continuité dans le durcissement, mais en aucun cas rupture fasciste au sens précis de suspension de la démocratie et de la République. Voilà mon analyse. À discuter, évidemment. Mais bon, sur le fond, vous êtes d'accord sur tout ce qu'on a évoqué, hein, des attaques, de l'autoritarisme. Absolument. Cette dynamique de plus en plus répressive. Une dynamique de droite autoritaire, absolument. Mais le terme fasciste doit être mobilisé à bon escient. Voilà mon point. Pour terminer, c'est vrai que votre livre est quand même assez pessimiste, hein, quand on voit comment la France est totalement attaquée, et notamment ses travailleurs. Vous parlez notamment du paradoxe dans le fait que les classes dirigeantes fractionnées trouvent une cohésion subjective, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'État capitaliste, voire une conscience de classe, tandis que les classes populaires s'en trouvent aujourd'hui dépourvues. Donc ça c'est un constat que vous faites qui est assez malheureux. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour changer cela? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi je fais modestement mon boulot d'intellectuel, c'est-à-dire que de chercheur, peu importe le terme, qui consiste à mettre à plat la situation, de faire l'analyse concrète d'une situation concrète, comme dirait l'autre. Effectivement, on se trouve dans une situation historique qui est doublement pas inédite, mais en tout cas doublement problématique. La première, on en a longuement parlé, c'est cette articulation nouvelle entre un capitalisme mondialisé qui va valoriser l'autonomie, chacun avec son application, l'individualisation de soi, etc., et en même temps qui trouve une forme nationale autoritaire de plus en plus forte dans la plupart des pays européens et aux États-Unis et en Amérique latine. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut penser. Et le deuxième phénomène historique assez inédit à laquelle on assiste, c'est cette inversion de la conscience de classe. C'est-à-dire qu'on se trouve effectivement aujourd'hui face à un pouvoir dont je dis qu'il fait de plus en plus bloc, du fait de ses interdépendances et de ses circulations croisées entre l'appareil politique et l'appareil économique, et qui a conscience de ses intérêts historiques et qui a un discours sur les intérêts historiques de son économie, en disant il faut être plus résilient, il faut être plus entrepreneur, il faut être plus flexible, plus agile. Donc il est équipé aussi d'un corpus idéologique qui est commun, qui fait sens pour ces gens-là, parce que là aussi, il faut raisonner pas en termes, il faut raisonner en marxiste, il faut pas raisonner en termes de personnes, pas que les gens sont méchants ou qu'ils n'aiment pas les pauvres, c'est pas la question. La question c'est des positions sociales définissent certaines manières d'agir qui correspondent aux intérêts de cette question sociale. Si vous voulez faire marcher, si vous voulez une direction d'entreprise privée, il faut effectivement flexibiliser, être agile, être entrepreneur, conquérir des marchés. Donc effectivement, ce corps, si vous voulez, cette unité de pouvoir bourgeoise, politico-économique, est non seulement unie objectivement, mais unie subjectivement. Par contraste, la classe ouvrière au sens le plus large, c'est-à-dire la classe du salariat, je reviens à ce qu'on a dit au début, n'a pas conscience, n'a plus du tout conscience de ses intérêts historiques, ne se reconnaît même plus comme salarié. Il y aurait 1000 explications à ça. Là, l'explication, à mon avis, il y a deux explications, à mon avis, déterminantes, mais on pourra en discuter. La première, c'est qu'il y a un émiettement objectif de l'appareil productif, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, il y avait des grandes usines avec 3000 ouvriers qui partageaient une même condition d'une certaine manière, et donc les effets de reconnaissance et de proximité construisaient la classe, au-delà même du travail politique qui était fait par des organisations de gauche. Aujourd'hui, il y a une telle hétérogénéité du salariat, et notamment entre tertiaire, primaire et à l'intérieur du tertiaire, qu'il est très difficile, quand on vit une situation locale dans une petite unité de production, de se reconnaître comme faisant appartenir à une classe qui a des difficultés dans une ville voisine ou dans une région qui est connexe. On n'a pas parlé de vulgarisation, mais ça contribue aussi à l'émiettement. Absolument, oui. Et au renforcement de l'exploitation. Voilà, donc il ne faut pas uniquement dire les ouvriers n'ont plus conscience de classe. Il y a aussi un phénomène objectif matériel qui est cette hétérogénéisation de l'appareil productif qui correspond à, si vous voulez, au développement du capitalisme. Et la deuxième raison, je pense, c'est évidemment l'échec de l'expérience soviétique aux yeux des masses. C'est-à-dire que
les militants peuvent penser ce qu'ils veulent. Si vous interrogez n'importe quel ouvrier, je veux dire non politisé, un ouvrier ordinaire, et vous lui parlez de l'URSS, ben, il va y voir, à mon avis, ce qu'il y avait à voir, c'est-à-dire une dérive bureaucratique, une dérive autoritaire, un régime qui n'a pas travaillé pour les intérêts des classes populaires, en tout cas sous le moment stalinien. La question léniniste, alors aujourd'hui, Lénine est le méchant de l'histoire, donc la plupart des gens considèrent que Lénine était lui-même l'homme au couteau entre les dents, ce que je ne pense pas. Mais en tout cas, sur Staline, effectivement, je pense qu'il y a un drame historique de ce qu'on a appelé le socialisme réel en Russie. En tout cas, c'est mon point de vue, on peut ne pas le partager, mais en tout cas, je pense qu'il y a une profonde aversion qui, j'espère, n'est pas irrémédiable, des gens du commun, si vous voulez, pour des élites, des avant-gardes autoproclamées, qui prétendraient faire le bonheur des gens à leur place, qui prétendraient les amener par une action violente à des lendemains qui chantent, avec une expérience historique qui s'avérait absolument désastreuse pour les masses populaires. Je pense que l'effet conjugué de ce facteur subjectif et de ce facteur objectif au niveau de l'appareil de production produisent une dépolitisation massive. C'est mon analyse. Ok, bah, je vous parlais aussi de nécessité de reprendre le travail théorique, donc c'est ce que vous faites notamment grâce à cette très bonne synthèse. Et puis je pense que c'est important aussi qu'on puisse débattre comme on l'a fait aujourd'hui. Hein, c'est ce qu'on fait aussi de notre côté au niveau des cafés marxistes pour être sur le front de l'hégémonie culturelle. Donc bah, merci encore pour vos réponses. Donc on conseille à tout le monde de lire ce livre en cette rentrée 2023. Donc, qui montre bien la cohérence de la dynamique de l'exploitation capitaliste en France aujourd'hui, avec de nombreux chiffres et études à l'appui. Et donc c'est une très bonne analyse marxiste de la situation des classes en France actuellement, donc n'hésitez pas à l'acheter et à le lire. Voilà le livre, simplement, effectivement. Voilà. Et pour terminer, le seul mot que je dirais, parce que j'ai parlé beaucoup de contenu, c'est Ouvrir la France de Macron aux presses universitaires de France, que je remercie vivement, mon éditeur. C'est qu'en termes d'hégémonie culturelle, comme vous le disiez, pour reprendre le terme de Gramsci, je pense qu'il faut montrer, et pas avoir peur de montrer la puissance de la méthode d'analyse, et notamment ces interdépendances entre les niveaux sociaux, économiques et politiques qui constituent une force de la tradition marxiste, une force méthodologique, et je pense qu'au-delà même de débats politiques sur gauche-droite, faire fonctionner cette méthodologie-là et montrer sa puissance finalement démonstrative et empirique est déjà une manière de faire avancer des idées. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir.